Salut à tous, on continue la petite série d'interviews with the people à la rencontre de toutes les initiatives collaboratives à Montréal. Aujourd'hui je suis avec Arthur Schmitt de Muséomix. Hello. Merci de nous accueillir dans votre environnement de travail. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est Muséomix et comment toi Arthur t'en es arrivé à travailler sur ce projet-là? Yes, Muséomix, c'est donc un gros événement créatif de 3 jours au cœur d'un musée. On vient de faire la 2e édition ici à Montréal, donc ça s'est passé au musée d'art contemporain. Concrètement, on réunit 80 personnes avec des profils variés pendant 3 jours dans le musée. On met à leur disposition des collections, l'architecture du musée et plein de nouvelles technologies, des mentors. On crée un contexte vraiment créatif. Et ces gens-là ont 3 jours pour se mettre en équipe et proposer des nouvelles manières d'interagir avec le musée. En général en s'appuyant donc sur les nouvelles technologies, mais pas forcément, je dirais. L'objectif, c'est vraiment d'être un terrain d'expérimentation, un espèce de champ de recherche et développement sur le musée de demain, tout en étant un exemple de ce qu'on pense être justement le musée de demain, c'est-à-dire un musée qui travaille avec sa communauté, quoi. Ok, et les gens qui viennent sur Muséomix, c'est ouvert à tout le monde, c'est des professionnels de l'innovation, c'est qui exactement? Alors on essaye vraiment de garder justement un mix, donc c'est des profils assez variés. Cette année, le participant le plus jeune avait 22 ans et la plus âgée 55. La moyenne d'âge c'est 34 ans, donc on est plutôt sur des jeunes professionnels, on va dire. On est sur un événement où on a une belle parité, je dirais, on est proche du 50-50 hommes-femmes. Donc on est loin de l'image qu'on se fait du hackathon pizza Red Bull. On est vraiment plutôt dans un environnement de travail créatif où on va très designer, disons, on met beaucoup d'attention dans la mécanique de l'événement. Qu'est-ce qu'on fait faire aux gens, qu'est-ce qu'on leur demande, à quel moment, comment ils se mettent en équipe, c'est quoi les triggers qu'on va donner au départ pour leur donner des idées, etc. Et donc, à la fin des 3 jours, on ouvre le musée et n'importe qui peut venir expérimenter les projets qui ont été faits. Ok, donc je crois que Muséomix cette année, ça s'est terminé il y a pas très longtemps, c'était il y a un petit mois je crois. Est-ce qu'il y a des projets qui se sont démarqués un petit peu, qui vont se poursuivre à la suite de l'hackathon? On a fait notre post-mortem cette semaine là, avec l'équipe d'organisation, certains facilitateurs, etc. Donc on est en plein dedans, là. On a discuté avec le musée, ils sont peut-être intéressés d'aider certains à perdurer. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que les équipes continuent de se voir, d'aller discuter ensemble, pas forcément autour de leur projet. Donc tout ça pour dire, on n'évalue pas, nous, la réussite de l'événement à la pérennisation des prototypes. Je ne veux pas dire que les prototypes comptent pas, c'est quand même important, c'est fondamental qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout et à construire un démonstrateur. Mais fondamentalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de questionner le rôle du musée auprès de sa communauté et de commencer à faire émerger une communauté de gens qui s'intéressent à ces nouvelles pratiques justement à l'intersection de la culture et de la technologie. On ne peut pas évaluer la réussite de l'événement seulement sur la pérennisation des prototypes. Donc oui, les prototypes sont importants, mais ce qui compte, c'est à la fois le processus, l'événement lui-même, le fait que le musée ait ouvert ses portes et joué le jeu, se soit offert comme terrain de jeu justement à sa communauté, et ensuite le fait de tisser des liens entre des communautés qui ne se parlent pas habituellement, à savoir en gros la communauté culturelle et la communauté de la techno. Finalement, c'est pour ça qu'on a monté cette OBNL aujourd'hui qui s'appelle Techno Culture Club, dont la mission est de créer des champs d'expérimentation à l'intersection de la culture et de la technologie. Ce que je comprends, c'est que Muséomix et le Techno Culture Club, c'est vraiment des super outils pour permettre à des communautés de technophiles et de non-technophiles, le grand public, de s'approprier des domaines comme la culture qui peuvent paraître un petit peu élitistes et à l'opposé de tout ça. Qu'est-ce qui, toi, Arthur, t'a poussé à travailler là-dedans? C'est quoi le déclic qui a fait que tu travailles là-bas? Alors, Muséomix, c'est un peu un hasard, disons, que je travaille là-dessus aujourd'hui. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que Muséomix, c'est un projet international qui existe depuis 5 ans, qui a été monté à Paris en 2011. Et puis en fait, de fil en aiguille, moi j'étais déjà dans l'organisation de Muséomix à Paris en 2011, puis à Lyon en 2012. Je me suis impliqué de loin dans l'organisation de celui de Québec en 2013, mais en fait ça a correspondu exactement au moment où moi je suis venu m'installer au Québec. Donc j'étais aussi, mais plus comme, je suis venu filer un coup de main, disons, à celui de Québec. Et puis ensuite j'ai rencontré Justine dans un panel radio sur les musées et la participation citoyenne, disons.
Puis là, en fait, on a décidé de monter un Muséomix à Montréal. Et après Muséomix 2014 qu'on a fait au Musée des Beaux-Arts, on s'est posé la question de est-ce qu'on veut en refaire un et qu'est-ce qu'on construit. Disons que si Muséomix c'est le début de quelque chose, c'est le début de quoi. Et donc est né Technoculture Club, avec l'objectif d'être un peu comme un laboratoire de recherche et développement participatif autour de la culture et de la technologie, quoi. Ok, et alors aujourd'hui Technoculture Club, ça en est où et de quoi Technoculture Club aurait besoin pour prendre de l'ampleur comme ça et arriver à embrasser sa mission avec pleine puissance? Donc ça en est où on existe déjà, C'est pas mal. on a un CA, on fait des rencontres avec, on fait des rencontres avec notre CA. On a fait un deuxième Muséomix réussi. Je dirais que cette année, le fait d'être passé de Muséomix à Technoculture Club, ça nous a permis de vraiment clarifier notre mission et du coup les autres projets qu'on pouvait faire en parallèle. Parce que la première année, on allait un peu achromatique et puis on avait un stand Muséomix achromatique, mais du coup on présentait des choses qui n'avaient pas forcément de rapport avec Muséomix. C'était un peu compliqué de tout appeler Muséomix, disons là. Donc voilà, maintenant Muséomix c'est un projet de Technoculture Club. Ça nous a vraiment aidé à clarifier ce qu'on faisait et ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, du coup, ça nous a permis de monter aussi quelques autres projets. On fait notamment des projets autour de l'appropriation de l'impression 3D en bibliothèque. Là, par exemple, sur ce projet, clairement, on cherche plus de bibliothèques et des petits financements pour nous aider à avancer. Je pense qu'il y a typiquement sur les financements, moi je serais curieux d'avoir accès à des financements plus petits et plus faciles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un financement de 15 000 $, on doit remplir un rapport de 45 pages, j'exagère à peine. Je pense que ce serait intéressant d'avoir accès à des financements plus petits, des 5 000 $, des choses comme ça, mais attachés à des retours de projets plus précis, c'est-à-dire de partage de projets. C'est-à-dire que finalement, c'est pas tant un rapport sur l'impact que plutôt un partage de ce qui a été fait en travaillant donc sur l'open source, le bien commun, etc. Et c'est comme ça qu'on l'avait abordé nous sur ABC 3D, notre projet d'impression 3D en bibliothèque, avec l'idée de produire un livret qui soit distribué en open source. Donc je pense qu'il y a des pistes pour dire vous êtes une association, je sais pas quoi, vous voulez faire votre site web, ok, faites-le, on vous aide à le faire avec une petite enveloppe. Mais en échange, vous devez le publier en open source pour que d'autres gens puissent le réutiliser, par exemple. Ce que je comprends, c'est que globalement à Montréal, il y a assez de financement pour les projets, mais que la façon de tenir est parfois un peu trop contraignant, et surtout qu'il y aurait des moyens, comme la contrainte de l'open source, qui permettrait de donner des petits financements beaucoup plus facilement et pour bénéficier beaucoup plus rapidement à l'ensemble de la communauté montréalaise. Oui, après, j'ai pas dit que c'était facile d'aller chercher des financements aujourd'hui. Disons qu'il y a une espèce de marge compliquée entre des 15 et des 50, et du coup, d'aller chercher des trucs plus petits avec moins de choses à faire en amont et des choses à produire plus précises en retour, là, je dirais, pourrait être intéressante. Après, je pense qu'il y aurait quelque chose à creuser aussi autour du maillage avec des gros avec des petits, entre guillemets. Je pense qu'il y a quelques gros organismes qui savent très bien aller chercher des financements. Je pense que moi, ça m'intéresserait de voir comment mettre en place des mécanismes qui forcent, entre guillemets, ou qui incitent, on va dire plutôt, ces gros à travailler avec des plus petits. Qui pourraient leur apporter une expertise. C'est ça, différente, aller les aider à faire voir les choses autrement, etc. Et puis aussi de partager le gâteau, entre guillemets. Ok, donc il y aurait peut-être un intérêt public au lieu de donner de l'argent public, peut-être juste à aller créer des passerelles entre des gens qui vont avoir des financements et des initiatives qui n'ont juste pas le carnet d'adresse pour aller les voir. Ou même d'associer à des financements publics des obligations de partenariat entre des gros et des petits. Là, je pense, quand tu vois des OBNL comme C2 Montréal qui vont aller chercher des 150 000, on pourrait imaginer des mécanismes pour qu'ils soient associés, pour que là-dedans, tu vois, 2-5 000 qui soient partagés en plus avec des petites boîtes qui contribuent, enfin des petits projets, disons, qui viennent contribuer au même projet, là, disons, mais qui soit partagé, quoi, de créer des maillages entre des grands et des petits, parce qu'il y a des espèces de machines de guerre ici qui savent très bien aller chercher leur financement. Il y a C2, il y a la SAT, enfin il y a plein de gens, disons,
dans cet écosystème-là et qui fait que le départ n'est pas forcément facile pour les plus petits. Ouais, c'est intéressant, ça va être... Mais quelle vision toi tu portes justement sur l'écosystème globalement à Montréal, du participatif, du collaboratif, etc. Il y a quand même, on a l'impression il y a beaucoup d'hackathons, il y a pas mal d'initiatives qui voient le jour dans le partage de différentes choses, de biens, de services, etc. À Montréal, beaucoup sont jeunes. Quel regard toi tu as là-dessus? Comment tu le perçois? Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais est-ce que c'est bien fait? Je ne sais pas encore. Là, moi, je suis un peu dubitatif sur certaines initiatives. Disons, effectivement, il y a beaucoup de hackathons. Est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'ils ont du sens? Je ne suis pas certain là, qu'ils vaillent tous le coup. Il y a une grosse envie de monter des programmes pour faire participer les citoyens, donc de participation citoyenne. Nous, on a du mal à s'impliquer là-dessus parce que c'est difficile à dire, mais dans ces projets de participation citoyenne, le citoyen est souvent un peu vu, je sais pas, comme un espèce de zombie qui a pas de... C'est pas un expert en quoi que ce soit, là, c'est juste quelqu'un, là, et en même temps, nous, on croit quand même Qu'il y a de la ressource chez qu'il y les a de la ressource, que citoyens c'est et ça, que t'en as, ils sont architectes, ils sont, je sais pas quoi, enfin, ils sont tous experts dans leur propre vie, disons, et comment mettre ça en place, utiliser ça au mieux, je sais pas encore. On a du mal à rentrer nous sur ce sujet-là. Tu aurais un deuxième step à franchir qui est au-delà de la participation citoyenne, c'est une participation citoyenne un peu plus éclairée, en ayant été capable de connaître les compétences qui sont intéressantes d'aller chercher sur les sujets plutôt que de faire un appel global à participation. Oui, je pense. Mais je pense qu'il y a quand même des projets qui arrivent à faire ça, je trouve. Il y a des beaux exemples. Après, il y a aussi, il y a aussi des trucs où tu sens qu'il fallait ticker une case participation citoyenne. Ah, ok, bon, on a fait notre atelier de co-design, donc c'est bon, on a fait le côté participation citoyenne. Donc la difficulté, c'est de trouver la bonne jauge là-dessus, là, et puis de réussir à se positionner et puis à faire des projets qui ont du sens. Enfin, c'est ça fondamentalement l'objectif. Ok, mais tu connais... Ah, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Après, moi, spécifiquement sur les sujets que je connais bien, disons sur les Fab Labs, etc., donc plutôt le côté production, c'est ça, co-création, mais fabrication, disons, j'ai du mal à voir, j'ai l'impression, quand on regarde de loin comme ça, on se dit, ok, le Québec a comme 5 ans de retard sur la France, parce que quand tu regardes Paris aujourd'hui, tu as 30 Fab Labs avec des connotations, des formes, des couleurs différentes, disons. Et ici, ok, tu en as 1, 2, 3, 4, pas beaucoup plus, quoi. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être le fait qu'on a déjà... on n'a pas les mêmes problématiques d'accès à l'espace qu'à Paris. Là. Enfin, je veux dire, à Paris, le mètre carré est cher, le pied carré est cher. Tu peux pas avoir un atelier pour toi, là, disons. Donc, tu es un peu obligé, entre guillemets, de le partager. Et puis, donc, ça devient comme un incentive. Et puis ici, c'est clair que quand tu vas sur De Gaspé, là, au 54-45, et puis tu vois, tu as des ateliers juste partout, là, simplement, tout le monde préfère avoir son atelier derrière son bureau parce que en fait surtout le coût des matériels est quand même vachement c'est ça, le prix des machines a baissé, donc il y a peut-être de ça, et puis le fait que je sais pas, le côté Fab Lab qui est plutôt géré par ou est venu par des organismes plutôt orientés à inclusion sociale, participation citoyenne, etc., plutôt que la technologie. Je ne sais pas si ça n'a pas été le contraire en France, où c'est plutôt des gens qui venaient de la technologie qui se sont dit ok, on va ouvrir un lieu, et puis que c'était peut-être plus facile. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est clair que quand on le regarde de l'extérieur, on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça prend pas, qu'est-ce qui manque pour que les Fab Labs se développent, quoi. Après, en France, on a eu l'appel à un projet aussi qui a été très structurant en 2013 de Fleur Pellerin, et qui a
permis d'identifier 200 projets en fonctionnement, donc là, en montage, disons. Et du coup, le gouvernement s'est dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, tu peux pas faire un projet sans qu'il y ait un Fab Lab dedans, je veux dire, en France, quoi. Ici, on n'en est pas encore là. Ok, intéressant. Et tu connais un petit peu WeShare, tu as un peu participé en France à pas mal de projets, donc tu connais bien le projet qu'il y a derrière. Comment est-ce que tu penses que WeShare pourrait s'exprimer à Montréal pour justement faire en sorte que cet écosystème prenne véritablement pour qu'on arrive à insuffler le même état d'esprit et à le diffuser de la même façon ici? Sur quoi on pourrait travailler? Ben, moi, j'ai l'impression que depuis le lancement de WeShare je sais pas, en 2010 ou quelque chose comme ça, non, je sais pas, en France, 4-5 ans, ouais. il y a des sujets qui sont précisés, disons, et qui sont dans un certain sens polarisés. Et je ne sais pas comment, effectivement, WeShare devenir un espace de discussion et de rapprochement, je ne sais pas, entre ces sujets, entre ces côtés-là. Clairement, quand on parlait d'économie collaborative, on imaginait, je ne sais pas si WeShare imaginait Uber, par exemple, là, et puis aujourd'hui, on se rend compte que ça a ses limites aussi comme modèle. Qu'est-ce que ça vient est-ce que ça contribue au bien commun? Est-ce que ça fait une société meilleure, là, Uber? J'en suis pas convaincu, moi, personnellement. Et les taxis montréalais non plus, là. C'est ça. Donc, et puis, il y a tout un débat aussi ici à Montréal, enfin un débat, justement, pas vraiment, là. Il y a plutôt un positionnement sur le côté ville intelligente. Et puis, les exemples qu'on a, c'est OK, une application pour savoir s'il va y avoir du déneigement là où tu es parqué. Là, t'sais. Bon, donc je sais pas si je sais pas si WeShare pourrait devenir un espace justement de discussion pour essayer de dessiner vraiment, enfin, ou de discuter ensemble, de construire, ok, qu'est-ce qu'on appelle cet aspect-là, cette ville intelligente, ce vivre ensemble, là, disons, de demain, quoi. Est-ce que c'est la ville intelligente de IBM? Est-ce que c'est Uber? Ou alors est-ce que c'est des initiatives comme 100 un jour? Ou est-ce que c'est... Et en réalité, c'est un petit peu tout ça, mais c'est comment on peut faire en sorte que ces gens-là se parlent et se retrouvent à mi-chemin, ensemble. Un petit peu, c'est ça. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que la réponse, c'est ni on veut sauver Uber, ni on veut sauver les taxis montréalais. Je veux dire, il y a des problèmes dans les deux. Simplement, il faut trouver un terrain de discussion et construire en fait des perspectives et des objectifs communs sur qu'est-ce que c'est ce projet de société qu'on veut construire, en fait. En fait, WeShare est un parti politique. Pas encore, en tout cas. Ouais. ça ne saurait tarder. Bon, très bien. Je sais pas si ça répond à la question. Parfaitement. Je un peu emballé. C'est parfait. C'est exactement le genre d'incentive qu'il nous fallait. Écoute, pour finir peut-être, est-ce que toi, il y a des initiatives que tu connais particulièrement, avec lesquelles tu t'es toi déjà connecté ou tu as déjà commencé cette discussion-là de travailler ensemble, à croiser les compétences, etc., et que tu connais ou avec lesquelles tu voudrais te connecter, justement? C'est une des choses à laquelle nous on sert chez WeShare. Moi, comme je te disais, moi je m'intéresse beaucoup à fabrication numérique, etc. Là, donc c'est sûr que, tu vois, à Muséomix par exemple, on essaye justement d'être une plateforme et de faire collaborer les gens entre eux. Là, donc dans un sens, on pourrait acheter plein de machines et puis mettre tout ça à la disposition des participants et puis tout gérer nous-mêmes, mais c'est cool aussi de faire appel à des gens de l'extérieur pour partager, enfin faire des choses ensemble, à partager la visibilité, etc. Et donc nous, on a travaillé avec Helios, par exemple, ces 2 dernières années, qui est donc un Fab Lab en train de se monter. Voilà, moi je suis assez admiratif de ce qu'ils font, je trouve ça cool.
j'aimerais pouvoir y aller plus. C'est pas dans un quartier facile d'accès pour moi. Et puis, ils sont en train, eux, de se mettre en collaboration avec un groupe qui s'appelle Brico Bio, je crois, pour l'instant. Et donc ça, je suis assez curieux de ça. Je veux dire, je sais pas encore si moi, je sais pas si moi j'ai ma place là-dedans, mais je regarde vraiment, par exemple, la paillasse à Paris, et je suis vraiment curieux de ce mélange entre Fab Lab et biologie là. Et donc, je suis vraiment curieux de voir, par exemple, ce qu'ils vont faire. On s'était parlé déjà quelques fois il y a un an et des poussières là, mais je suis voilà, intéressé de les suivre, par exemple. Parfait. Puis après, il y a des endroits comme voilà, District 3. Moi, j'aimerais bien essayer d'aller un peu plus sur le côté anglophone. Là, on n'y arrive pas tout à fait assez. Mais Ouais, c'est difficile à Montréal d'arriver à mêler les communautés. Le grand objectif de ce que tout le monde veut essayer de faire à Montréal. Donc nous aussi, c'est dans notre to-do list là, d'essayer d'aller parler un peu plus avec les anglos. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis, à tout le monde, on se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle interview. Merci, à plus. Bye bye.